Voilà, donc maintenant, oui, il marche, pardon. Maintenant, on sort du mode biologique et on va rentrer en mode silico, c'est-à-dire on va rentrer dans des réseaux de neurones, d'intelligence artificielle, on va rentrer dans des ordinateurs, dans des supercalculateurs, parce que ce sont des machines qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a à la maison, et dans lesquelles les données qu'on avait avant, des données biologiques, des résultats d'examen, sont des datas, sont transformés en data. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais, mais ça a transformé les feuilles de soins, les analyses biologiques en data qui apprennent finalement aux algorithmes à parler et à comprendre la biologie. Avec ce passage de la médecine en mode data, il y a un peu le fantasme de finir par modéliser et le corps humain et les maladies, pour se dire si on avait un avatar, moi si j'avais un avatar qui pouvait prévoir quelle maladie je vais avoir et tester tous les médicaments sur moi, histoire de me dire par informatique si je vais avoir des mauvais effets secondaires sans que j'ai à les avoir pour de vrai, ça serait génial. Donc voilà, rêvons d'avatars virtuels et pour formuler les médicaments et pour les tester et pour le parcours de soins, parce que vous, Charlotte, vous allez nous parler aussi de parcours de soins. Voilà, on va commencer à parler donc de l'intelligence artificielle et pas de la numérisation, de l'informatisation, de l'utilisation surtout de l'intelligence artificielle en médecine. Et pour parler avec nous, donc, j'accueille Charlotte Bazir-Ashkar de Agvia, qui est une société américaine qui s'occupe de data santé, qui travaille autour des data santé avec les laboratoires, avec les officines de pharmacie, autour du parcours du patient et du ressenti. Oui, et on est du clinique aussi. Et vous êtes aussi une clinique? Oui. D'accord. CRO. Du cerveau, d'accord. Non, CRO. Pardon, on s'occupe d'études cliniques aussi, donc on va parler de data en vie réelle, mais aussi data issue des études cliniques. D'accord. Myriam Sefta, vous êtes Chief Business Officer aussi chez Hawkin? Non. Chief Diagnostic Officer, désolée. Chief Diagnostic Officer chez Hawkin. Alors Hawkin, c'est une de nos pépites franco-américaines qui s'occupe d'intelligence artificielle pour la santé et pour la pharma. Voilà, qui conçoit des algorithmes. Tout à fait. On a également des diagnostics in vitro en anatomopathologie digitale qui utilisent de l'intelligence artificielle. D'accord. Et par Zoom, donc en mode silico, ça va très bien avec cette table ronde. David Gruson, vous êtes un cofondateur. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Ethic IA, qui est un mouvement de réflexion autour de l'éthique et de la manière dont l'humain peut rester un peu maître de l'intelligence artificielle. Oui, on accompagne les acteurs de l'IA en santé, on soutient le développement et on intervient, de pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais on intervient auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a déclenché en 2019 lors des assises de la santé avec Laurent Wauquiez. Je salue d'ailleurs l'engagement de Yannick Noder et Lucille Pandarias qui sont là aujourd'hui pour former les professionnels de santé à l'IA. Et donc votre région est tout à fait pionnière dans le développement de ces technologies et on joue le rôle d'accompagnateur et de formateur à la diffusion éthique de ces innovations. Et vous travaillez pour Lumines, qui s'occupe de la transformation de data. Oui, alors qui est une entreprise de taille intermédiaire qui produit elle-même des outils algorithmiques plutôt sur dans le champ de la reconnaissance d'images appliquée aux brevets. Et on est l'opérateur, c'est une entreprise française, opérateur de l'Office européen des brevets, et on a gagné l'an dernier le marché de l'IA appliqué aux brevets du gouvernement américain, ce qui montre que le savoir-faire français peut être aussi reconnu de ce côté-là de l'Atlantique, ce que fait par ailleurs Hawkin et IQVIA. Eh bien, merci d'être avec nous aussi. Voilà, alors je vais commencer à me demander, à vous demander, surtout à vous Myriam, comment est-ce que l'intelligence artificielle et comment les algorithmes très élaborés qui s'organisent tout seuls ou qu'on aide à s'organiser peuvent aider la recherche et la fabrication de médicaments. Plusieurs niveaux. Donc,
aujourd'hui, ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est largement un peu un rebranding de choses qui existent depuis très longtemps, à savoir tout ce qui tourne autour de l'analyse, en tout cas en santé, l'analyse des données, par exemple des patients, pour améliorer justement tout ce qui est découverte, développement de nouveaux médicaments ou de nouveaux diagnostics. Donc, ce qui a changé dans les dernières années par rapport à ce qui était fait avant, c'était, bon, déjà, il y a beaucoup plus de, même si c'est pas encore totalement ça, de digitalisation dans des différents sources de données de soins, donc que ce soit par exemple au niveau hospitalier ou au niveau des centres de santé de ville. Donc les données auxquelles on a accès sont plus riches et couvrent plus de patients qu'avant. Et par ailleurs, sur tout ce qui est analyse d'images, dans les 10 dernières années, on a vu des gros sauts technologiques sur les capacités de l'intelligence artificielle à analyser des données sous forme, donc des données non structurées, donc à savoir des données qui ne sont pas sous forme d'un tableau Excel par exemple, mais des données sous forme d'images. Et ça, c'est vraiment des innovations technologiques récentes qui ont ouvert davantage de possibilités sur justement ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter à l'analyse de données médicales, mais ça reste dans la continuation de ce qui était fait avant. C'est, je dirais, la rupture qu'il y a eu dans les dernières années, c'est vraiment particulièrement autour de tout ce qui est analyse d'images. Images, d'accord. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on peut avoir beaucoup plus de données et observé par la machine beaucoup plus rapidement par des supercalculateurs. Donc en fait, on peut aller plus vite dans la compréhension plutôt qu'en épluchant des dossiers médicaux. Oui, c'est en effet, il y a une question de vitesse, il y a une question de capacité d'analyse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas d'usage où on montre que grâce à un outil d'intelligence artificielle, on arrive à faire des choses qui seraient beaucoup plus difficiles, voire impossibles à faire pour un œil humain ou un calculateur humain. Donc au-delà de la vitesse, c'est juste une capacité d'analyse supplémentaire. Et en parallèle de ça, du coup, se sont développées de nouvelles méthodes algorithmiques pour optimiser finalement toutes les différentes étapes de la R&D, par exemple de découverte d'un médicament ou de son développement. D'accord, donc on arrive à mathématiser, à transformer en algorithme ce qu'avant on faisait dans des boîtes de pétri. Donc biologiquement, en essayant qu'est-ce qui donne quoi, si je mets telle molécule sur telle bactérie, elle va réagir comme ça. Donc on peut commencer à modéliser. C'est ça. Donc en fait, il y a la question des data, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, tout ce qui était biomédical était assez pauvre en data. Donc pour avoir 5 points de données, il fallait faire une expérience in vitro avec des lignées cellulaires, capter 5 points de données au bout de 2 semaines et faire une régression linéaire. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de capter de la data beaucoup plus rapidement et avec des volumes beaucoup plus importants. Donc l'enjeu n'est plus, l'enjeu s'est déplacé de capter des grands volumes de data à être en mesure de les analyser, de les faire parler et d'en tirer des bénéfices pour la R&D. Et avec des grands volumes, vous pouvez du coup trouver les signaux faibles et aller plus loin dans la médecine de précision, enfin dans la compréhension des maladies. Exactement. Exactement. Et là, tout l'enjeu, maintenant, c'est vraiment d'augmenter le volume de données accessibles et aussi la qualité de ces données. Donc il y a aujourd'hui, donc dans les données de soins, on a énormément de données qui existent et qu'on peut ou pourrait utiliser. Toutefois, c'est des données qui sont très bruitées et qui du coup sont pas adaptées à tous les cas d'usage. Donc quand on parle de par exemple médecine de précision pour certains cas d'usage de recherche pointue, c'est des données qui sont trop bruitées, où il y a trop d'informations manquantes ou fausses pour pouvoir être adaptées au cas d'usage. Donc il y a des gros enjeux de structurer en amont la collecte de données assez bien pour pouvoir justement tirer profit de toutes ces nouvelles méthodes. D'accord, oui. Pour faire de bons algorithmes, il faut des données de qualité, donc dont on est sûr, et en même temps des données qui sont quand même un peu anonymisées, puisque la donnée de santé, c'est une donnée sensible. Donc je vais me tourner vers David Gruson, puisque vous m'aviez parlé quand même, commencé à parler d'éthique autour de l'IA et autour des data santé. David,
Non. Oui, vous avez compris effectivement en intervention précédente, à laquelle je souscris complètement, c'est une révolution très positive. La révolution de l'IA en santé, ça a été dit, principalement dans les technologies d'apprentissage machine par reconnaissance d'image, être capable d'interpréter un scan ou un IRM pour mieux diagnostiquer une fracture aux urgences, être capable, comme vous le faites en région Auvergne-Rhône-Alpes avec Diabeloop, d'accompagner la prise en charge des patients diabétiques, mieux diagnostiquer le glaucome, la rétinopathie du diabète sur des interprétations de clichés de fond d'œil en zone rurale, tout ça c'est vraiment à portée de main. Et c'est déjà opérationnel. Donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à diffuser ces outils dans un contexte de régulation positive, en évitant de faire ce que l'on fait un peu trop souvent en France, c'est-à-dire surréglementer dans un contexte déjà très protégé. C'est un peu la ligne de conduite qu'on a suivie depuis 2017 avec Etikia et que la région Auvergne-Rhône-Alpes, son président Laurent Wauquiez, ont accompagné dans le programme de formation dont je parlais. On a porté l'idée de garantie humaine, de supervision humaine de la diffusion de ces outils. Et cette notion travaillée en Auvergne-Rhône-Alpes a été reprise dans la loi de bioéthique de 2017 et est intégrée maintenant comme principe fondamental du règlement européen sur l'IA. C'est le futur RGPD de l'IA qui sera adopté définitivement début 2023 et qui entrera en vigueur dans 2 ans, qui va demander, imposer à tous les opérateurs de traitement algorithmique, comme Okin, comme IQVIA, d'attester de supervision humaine de leurs algorithmes dans la phase de conception et dans l'application en vie réelle sur des programmes d'essais cliniques, dans la prise en charge des patients, dans un dialogue entre les professionnels et les représentants des patients. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de mettre une personne au-dessus de la machine à chaque instant, mais c'est repérer des points critiques de supervision dans une logique de process qualité. Il y a déjà aujourd'hui, donc avec Etikia, on accompagne 11 écosystèmes de garantie humaine qui se structurent. Alors c'est un peu à chaque fois selon le même principe. Alors, vous avez un tiers de confiance qui peut être Dream France IA, qui est par exemple le rassemblement de tous les radiologues libéraux et hospitaliers, qui va aller porter ce dispositif de supervision humaine, ou par exemple l'Union française pour la santé bucco-dentaire dans le domaine des soins bucco-dentaires, et on va aller comme ça mettre au banc d'essai ces outils d'IA pour les revoir régulièrement, et on constate par exemple, je parlais du domaine des soins bucco-dentaires. Ce sont des algorithmes qui sont aussi utilisés en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un outil qui est conçu par un acteur français qui s'appelle Dental Monitoring, qui permet en fait de faire par une vidéo prise dans la bouche, par exemple, d'une personne âgée en EHPAD, une conversion de la vidéo sous forme de panoramique dentaire. Et on sait que le sujet des soins bucco-dentaires est un vrai problème pour les personnes âgées, et de reconvertir la vidéo en panoramique dentaire pour détecter le risque carieux, le risque inflammatoire, et déclencher ou pas une alerte auprès d'un chirurgien dentiste. D'accord. Oui, c'est une IA d'alarme. Donc, ce que va amener la garantie humaine, c'est que avec le tiers de confiance, l'Union des dentistes, on va aller revoir tous les 4 mois 30 dossiers déjà traités par l'IA, qu'on va faire revoir par 2 chirurgiens dentistes réviseurs mandatés par l'Union des dentistes et sans lien d'intérêt avec pour être sûr que l'IA a bien diagnostiqué. C'est ça, et surtout pour établir, voyez, un dialogue régulier autour de la technologie, parce que ça a été dit aussi avant, de plus en plus de technologies d'IA incorporent ce qu'on appelle des éléments d'apprentissage automatique, de machine learning, c'est-à-dire que l'algorithme qui peut être très performant au moment de sa mise sur le marché évolue et peut dévier, donc il faut avoir un regard non pas constant mais régulier. Et c'est intéressant de constater que cette notion portée dans le cadre du débat bioéthique en France a été élargie au plan européen, repris par l'OMS. Mais on va revenir là-dessus en deuxième partie de table ronde. Effectivement, on va pousser plus loin. C'est ça, et intégrer aux États-Unis, on y reviendra. Merci. Je me retourne vers vous, Myriam Sefta. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous aidez les pharma à faire des médicaments ou des essais cliniques en mode in silico, c'est-à-dire pas sur des patients biologiques? Donc il y a plusieurs cas d'usage. Donc par exemple, dans le cas du développement de médicaments, on a beaucoup travaillé sur quelque chose qui s'appelle l'ajustement des covariables. Donc aujourd'hui, dans un essai clinique, on va tester l'impact d'une nouvelle thérapie versus l'existant ou un placebo. Et en fait, donc entre ces 2 bras traités, on va avoir des différences naturelles entre les patients qui ne sont pas liées aux effets du traitement. Donc on va avoir vraiment 2 distributions au sein de chaque bras. Et ces différences naturelles entre les patients, on peut les expliquer par des variables. Aujourd'hui, on les explique par des variables cliniques assez basiques.
Or, ça a été montré, et c'est ce qu'on continue à montrer, que plus on analyse des données biologiques des patients dans leurs différents bras, plus on arrive à expliquer la variabilité naturelle entre eux. Donc là, on utilise les données pour vraiment expliquer comment les patients se distribuent naturellement dans les deux bras, ce qui nous permet de corriger pour ces variations-là et en quelque sorte mieux séparer les deux bras traités, ou en tout cas réduire la variabilité qu'il y a au sein, virtuellement, dans l'analyse des données, au sein des deux bras, par exemple. Oui, là, on affine la connaissance de la nature du patient. On n'a plus seulement un groupe sanguin, un patrimoine ADN de ses parents, et on a eu telle maladie. Donc, on ajoute de plus en plus de paramètres à ma nature de patient, et à la vôtre, enfin à la nôtre, en général. Exactement. Et après, la question qui se pose ensuite, pour justement ces méthodes-là, sur tout ce qui est développement de médicaments, c'est l'acceptabilité par les autorités réglementaires du coup de ces nouvelles méthodes qui sont aujourd'hui largement expérimentales. Et du coup, pour des développeurs de médicaments, ça constitue un risque énorme d'implémenter ce genre de nouvelles méthodes sans avoir, bien sûr, l'aval et un peu tous les échanges qu'il faut avec les autorités réglementaires pour être sûr que la méthode d'analyse qui va être utilisée dans l'analyse des données d'essais cliniques va être adoptée ensuite, va être acceptée ensuite par les autorités. Et ça, ce dialogue avec les autorités, ce sont les pharma, les laboratoires qui doivent les mener, ou vous les menez aussi chez Hawking? Alors, c'est souvent des consortiums. Il y a des consortiums européens aussi qui travaillent là-dessus et qui échangent avec les autorités. Ce qui, bien sûr, il faut que ce soit cadré. Pour des raisons justement éthiques, la dynamique des échanges avec les autorités pour voir un petit peu comment on peut intégrer ces nouvelles méthodologies dans les réglementations. Oui. Donc la réglementation doit s'adapter aussi au fait que les méthodes de travail évoluent sous l'effet de l'informatique. Oui, exactement. Et souvent, le régulateur a tendance à suivre. Donc, il y a toujours un laps de temps entre l'innovation et le moment où c'est incorporé dans les réglementations et incorporé bien dans les réglementations. Et donc, c'est là où avoir un échange fluide et productif est bénéfique pour l'ensemble de la société, parce que justement, ça nous permet de rapidement cadrer ce qui est requis pour pouvoir adopter ces nouvelles méthodologies. Et avec les algorithmes, on peut faire des essais cliniques in silico maintenant? On peut commencer en phase 1, phase 2? Alors, il y a eu quelques cas d'usage de bras de contrôle synthétiques qui ont été acceptés par des autorités réglementaires. Donc, à ma connaissance, ça se compte encore sur les doigts d'une main ou deux. Mais donc, c'est des cas où les patients dans le bras contrôle sont entièrement virtuels. Donc, sont en fait des patients de données simulées à partir de données historiques de patients qui ont reçu le même traitement. Ce sont des avatars de patients, là, pour le coup. C'est ça, en quelque sorte. D'accord. Et on teste les médicaments sur eux par rapport à... Donc, vous avez modélisé leur réaction aux molécules, aux immunos? Ouais, donc par exemple dans ce cas-là, c'est donc quand on parle, par exemple, souvent dans les essais cliniques, on va tester une nouvelle thérapie et on va le comparer à l'état de l'art. Et cet état de l'art, du coup, en fait, on a beaucoup de recul sur l'effet qu'il a sur les patients. Il y a eu plusieurs essais cliniques souvent qui recrutent dans leur bras contrôle des patients qui ont exactement le même traitement d'un bras contrôle à un autre. Donc en fait, il y a beaucoup de données historiques sur ces bras contrôle, au point où certaines entreprises ont réussi à simuler un bras contrôle, et donc ça réduit le nombre de patients à recruter, parce que finalement il n'y a que le bras traité à recruter, et comme vous avez dû le discuter, l'enjeu de la vitesse et des coûts liés au recrutement des patients dans les essais cliniques est un enjeu de taille énorme. Pouvoir simuler au moins la moitié des patients est clairement important. D'accord, merci. Chez Agvia, vous travaillez aussi... Donc, vous avez deux activités principales. Vous travaillez sur les patients, les ressentis patients, les parcours patients, mais vous travaillez aussi sur les essais cliniques. Oui, alors plus largement, du coup, à Ecuvia, on est vraiment un leader donc, dans la recherche clinique et aussi dans la donnée de santé. Mais donc, en fait, on est sur toute la chaîne de valeur avec avec les données qu'on récupère de la recherche clinique et tous les essais cliniques
qu'on réalise, et après toute la suite, donc plus l'aval avec toutes les données de santé quand le traitement est déjà sur le marché, quand il est déjà pris par le patient, avec toute la génération et l'utilisation des données de vie réelle. Donc c'est très très large et effectivement on est sur tout le spectre. Donc, oui. Alors déjà, donc là, on était vraiment sur la recherche, comment on fait des médicaments, sur la partie recherche. Après, effectivement, je voulais parler de parcours patient et confort patient avec vous. Ouais. Mais déjà sur la recherche. Sur la recherche clinique. Alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que, donc évidemment, on réalise très classiquement les recherches cliniques, la recherche clinique de la phase 1 à la phase 4. Et on essaie aussi d'accompagner, du coup, tous les établissements de santé à améliorer justement l'efficience de ces essais cliniques, et notamment ce que vous disiez, c'est le recrutement est un des points clés, puisque nous on a à peu près comme moyenne 50% des études cliniques qui ne seront jamais finalisées parce qu'on n'arrivera pas au recrutement du nombre de patients, et on a même un tiers des études qui ne recruteront pas, même pas un seul patient. Donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte évidemment de financement. Et donc l'idée, nous, aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner ce recrutement. Et par exemple, on a un outil technique qu'on offre la plupart du temps aux établissements de soins avec qui on a des partenariats, par exemple comme la PHP. Et c'est un moteur de recherche qu'ils peuvent implémenter à l'intérieur de leur organisation. Nous, on n'a absolument pas accès aux données, et ça va leur permettre de faire des requêtes, parce que si tel professeur a dans l'idée en tête un essai clinique, il va rentrer toutes les requêtes aussi fines soit-elle, pour pouvoir voir combien est-ce que de patients pourraient être intéressés par ce. Donc il va mettre les paramètres, je cherche un patient comme ci, comme ça, etc. comme ça. Et donc du coup, ça va aider donc ce centre. Ça va chercher recruter dans la machine. Ça va chercher. En fait, ils ont eux-mêmes, la PHP a constitué un entrepôt de données de santé, stock. Exactement, qui recouvre à peu près 11 millions de patients. Oui. Et du coup, donc ils ont toute cette masse de données, mais que maintenant il faut savoir utiliser, parce qu'en France, on est assez bon pour la collecte de la donnée. On a le SNDS, on a plein de choses. Et maintenant, le vrai enjeu, c'est savoir comment l'utiliser, l'analyser et pouvoir en faire quelque chose en fait. Et donc l'idée de ce moteur de recherche, c'est que le centre lui-même, et en l'occurrence la PHP par exemple, même si c'est en cours de discussion, mais c'est des choses vraiment sur lesquelles on travaille, pour que le centre puisse augmenter son efficience. Et en fait, IQVIA étant une CRO, c'est un win-win au niveau de l'écosystème. Si tous les centres arrivent à avoir une meilleure efficience dans leur recrutement, ça fera, tout sera accéléré, l'étude, les résultats, ce sera mieux pour le laboratoire, mieux pour les patients, l'innovation arrivera plus vite. Donc c'est vraiment un écosystème vertueux. Au KIN, vous aviez aussi monté une plateforme comme ça, qui est un système win-win dans lequel les chercheurs peuvent mettre leurs data et se les partager. Je crois. Oui, donc à Okin, on a développé une plateforme pas pour du développement clinique, mais vraiment pour de la recherche plus fondamentale, avec des solutions qui permettent justement de travailler sur des données tout en conservant la confidentialité de ces données et tout en créant des séparations virtuelles ou physiques entre les différentes sources de données. Donc on travaille beaucoup sur l'apprentissage fédéré, qui sont des méthodes d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser des données qui sont dans des lieux physiquement ou virtuellement disjoints, donc qui permettent de préserver justement la confidentialité des données des différents participants, donc dans des études multicentriques. D'accord. Moi, ce que je voulais rajouter sur la confidentialité des données, parce qu'on sait tous que c'est des données très sensibles, et il y a toutes les règles RGPD, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en fait la donnée nominative, en tout cas pour une société comme IQVIA, est totalement inintéressante. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est les données au niveau d'une population, peut-être d'une sous-population. Ça va être des corps de patients, et donc évidemment, on travaille avec des tiers de confiance qui anonymisent toutes les données, mais en plus. Voilà, oui, donc ça, il faut bien qu'on comprenne, les données ont été anonymisées par une autre société qui ensuite vous les transmet. Exactement. Alors on a différents types de données, mais par exemple une des données qu'on utilise beaucoup, c'est les données de délivrance en pharmacie. Ça c'est plus après pour le parcours du patient, donc c'est pas en termes de recherche clinique, mais vraiment donc cette donnée-là est remontée auprès d'un tiers de confiance qui anonymise la donnée. Donc nous on n'a aucun lien avec cette entreprise, et donc les données anonymisées arrivent chez nous, et c'est là qu'on va les analyser, les traiter, les synthétiser, essayer de les comprendre.
s'étendre, mais toujours encore vraiment au niveau populationnel, au niveau de certaines sous-populations, mais vraiment la donnée unique ne nous intéresse pas en fait, et elle n'a pas de valeur en soi pour la compréhension et même pour tout l'écosystème et tous les acteurs avec lesquels on travaille. Mais c'est vrai qu'en France, depuis qu'on parle de données de santé, on a beaucoup entendu des histoires de données de santé qui vont être transmises à nos assureurs pour qu'ils arrêtent de nous assurer si on avait une petite maladie et des choses comme ça. Donc c'est une donnée qui a été très sensible et qui a été très décriée en France, et en même temps, cette donnée propre et anonymisée ou pas d'ailleurs, elle permet de construire des machines qui nous amènent vers une médecine de précision qui sera beaucoup plus efficace que ce qu'on a fait jusqu'ici. Et ça, c'est génial. Et puis surtout, elle aide tous les acteurs de la santé. Donc elle va aider les industriels, mais elle va aider les établissements de santé, elle va aider les payeurs, elle va aider les autorités de santé. Chaque personne, chaque acteur de cet écosystème a intérêt à comprendre cette donnée et à l'utiliser. Exactement ce que vous avez dit, pour pouvoir avoir des bras in silico, pour pas avoir des bras placebo, parce que c'est quand même plus éthique de se dire que tous les patients qui peuvent profiter d'une innovation, eh ben, ils doivent pouvoir être dans ce bras-là et pas dans le bras placebo. Enfin, on a 1000 exemples comme ça de cette avancée qui aidera vraiment l'écosystème dans son ensemble. Oui, parce que le bras placebo, donc c'est la partie des patients qui vont tester un médicament, mais qui ont un faux médicament, puisqu'après, on va analyser les résultats par rapport à ceux qui n'ont pas eu le vrai médicament, donc pour savoir si ceux qui ont eu le vrai médicament ont mieux guéri. Voilà, c'est le principe de remplacement du bras placebo, donc des pauvres malades qui n'auront pas eu le médicament innovant, mais un faux médicament, par des avatars virtuels. D'accord. Je vais revenir sur le parcours du patient, puisque maintenant, vous m'aviez parlé de ça et j'avais trouvé ça assez intéressant. Je ne connaissais pas du tout l'intelligence artificielle appliquée au parcours du patient, à son ressenti aussi. Ouais. Donc chez vous, Agvia, vous travaillez avec... merci Myriam. Vous travaillez avec des données différentes. Pas seulement des données biologiques et des données médicales, mais aussi des données de délivrance de médicaments, de prise de médicaments et de ressenti de patients. Alors on travaille avec beaucoup de types de données. Une des grandes données avec laquelle on travaille, donc, c'est les données de délivrance. Donc on va partir donc, des traitements qui sont délivrés aux patients au niveau de la pharmacie. Et du coup, ça va nous donner plein d'informations. Là, peut-être plus quantitative, mais des informations très intéressantes sur comment le patient vit sa vie avec son traitement. Est-ce qu'il y a une observance? Est-ce qu'il y a une persistance? Est-ce qu'il y a des mois entiers où il ne va pas les prendre, par exemple, pendant les mois d'été? Ce genre de choses. Il y a plein de choses à comprendre sur le médicament en vie réelle qu'on n'aura pas pu voir dans les essais cliniques. Donc on a déjà ce type d'information quantitative qui est très riche et qui peut vraiment essayer d'identifier des pain points ou enfin des points bloquants dans son traitement, et qui dit un traitement mal pris dit un traitement pas efficace ou pas assez efficace, alors que s'il était pris correctement, il y aurait une meilleure efficacité. Donc ça c'est des données sur lesquelles on travaille. Et on a aussi développé avec des partenariats, parce qu'on fait beaucoup de partenariats avec des startups. Justement, on essaye de voir toute l'innovation qu'il peut y avoir autour de la donnée, et c'est de travailler avec eux. Et donc, on travaille avec, en l'occurrence, une startup qui s'appelle Focus Patient, qui travaille depuis 10 ans à la remontée de tout le ressenti patient dans sa vie avec son traitement. Alors, évidemment, ils vont travailler avec tous les sites de patients experts, type Doctissimo, ce genre de choses. Mais en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est pas que le patient expert qui est très focalisé sur sa maladie, c'est aussi le patient lambda. Comment est-ce qu'il gère une maladie qui peut être chronique, aiguë ou n'importe, ou d'oncologie. Et en fait, ils ont réussi à développer une méthode où ils vont réussir à capter sur la plupart des sites, donc patients experts, réseaux sociaux, même des sites marchands parfois, Vinted, dès que les gens discutent entre eux. En fait, ils ont réussi à créer une banque immense de mots-clés associés ensemble qui vont pouvoir relier un traitement à une pathologie, à un ressenti. Et ce qui va permettre d'avoir toute cette information qualitative qui va pouvoir venir en complément d'une donnée quantitative. Par exemple, la donnée quantitative va nous dire
tel traitement, au bout de 6 mois, on voit que le patient décroche. On voit qu'il ne repasse plus en pharmacie, il fait des pauses de 3 mois et c'est très dommageable pour l'efficacité de son traitement. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi. On peut réinterroger personne, c'est anonymisé, on ne sait pas. Et du coup, on va potentiellement pouvoir faire un lien avec des ressentis sur ce traitement-là associé à cette pathologie-là qui va faire ressortir le fait que ça donne une trop grande somnolence ou c'est pas du tout adapté à des patients qui ont une vie très active ou à des patients qui sont sportifs. Enfin, des choses qu'on n'aura pas captées dans les essais cliniques et qui vont permettre d'améliorer le parcours patient, d'améliorer la connaissance du laboratoire sur son traitement, donc éviter le mésusage, améliorer la sécurité. Ou même se rendre compte, alors là c'est peut-être plus poussé, mais que sur certaines sous-populations de patients, l'efficacité va pas être si bonne et ça va être traduit par une non-observance parce que un traitement qui n'est pas efficace, le patient va arrêter de le prendre, donc il repassera plus en pharmacie et on pourra trouver des commentaires plus qualitatifs sur ce manque d'efficacité. Et à terme, ces données-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut être très intéressant pour les autorités de santé qui donc du coup vont peut-être pousser ou demander des études sur une sous-population. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de capter ces signaux, des signaux faibles, et essayer de mieux comprendre et d'affiner donc l'efficacité d'un traitement sur un patient, un profil de patient. Et donc, c'est toutes ces données-là qu'on essaye de combiner ensemble pour comprendre au mieux ce parcours patient. Et cette compréhension du parcours patient, elle intéresse tout le monde, en fait. Oui, parce que là vous parlez effectivement de données en vie réelle. Là, on n'est plus dans la recherche, on n'est plus dans la biologie, on est en vie réelle. Exactement. Alors, tous ces algorithmes qui permettent de mieux comprendre donc, comment les patients prennent leurs médicaments, pourquoi à un moment, puisqu'on va voir qu'ils ont arrêté, que certains ou que 50%, voire 70% des personnes qui prennent tel traitement l'arrêtent au bout de 18 mois, pendant 3 mois, alors est-ce qu'elles avaient mal au ventre ou... Allez savoir justement, vous avez un complément d'information sur les forums. Toutes ces informations, elles sont traitées par algorithme et en apprentissage machine aussi. L'apprentissage machine, c'est proposer à une machine, à un supercalculateur, d'arriver à tel résultat à partir de tel paramètre et il va chercher lui-même quelles sont les opérations à mener pour arriver au bon résultat. Et donc là, on a... C'est pas nous qui maîtrisons, qui lui disons tu fais comme ça. Nous, on lui dit cherche le moyen d'y arriver et la machine leur a trouvé toutes les opérations à faire. Et c'est donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en tout cas en réseau de neurones et en apprentissage machine. Justement, vous, David Gruson, je reviens vers vous, puisque dans Éthique IA, il y a bien comment suivre l'IA, comment faire en sorte que cette IA, peut-être on la comprenne. Est-ce que vous regardez toutes les opérations qui ont été faites pour essayer de comprendre mathématiquement comment elles arrivent là où elles... Alors, la question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on diffuse. Je dirais le premier stade pour aller vers une IA éthique, c'est la connaître, la comprendre et se dégager d'un certain nombre de mythes ou de craintes. C'est le but précisément de l'action de formation dont je parlais en introduction, qui est portée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région en Europe à former à l'IA. C'est futurs professionnels des instituts sanitaires et médico-sociaux. C'est un programme qui a été initié, je le disais, en 2019. On a formé l'an dernier des cadres, des formateurs des instituts de formation d'infirmières, d'aides-soignants, de masseurs-kinés, et cette année des infirmiers de pratique avancée. Vous savez que c'est une évolution majeure de la profession paramédicale qui vont demain, des IPA, se saisir de ces outils pour aller dans le sens d'une prise en charge en soins de spécialité plus accessible. Il faut former à l'échelle des futurs professionnels, aussi à l'échelle des établissements de santé. Là, Raymond Lemoine, DG des Hospices civils de Lyon, et Laurence Garot, DG du Centre hospitalier Moulins-Isère, vont s'exprimer dans la table ronde d'après. La région Auvergne-Rhône-Alpes aussi pilote, dans le cadre du programme de l'Association de formation des personnels hospitaliers, la NFH, qui accompagne les actions de préparation à l'IA et notamment de préparation de ce dont je vous parlais, donc la garantie humaine de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire organiser des process de supervision réguliers et dans une logique où il va falloir vraiment donner sa chance à l'innovation dans un environnement, ça a été dit par les deux intervenants précédentes, déjà très cadré, un peu trop cadré peut-être sur certains points,
Là, pour le coup, sur l'ouverture à l'intelligence artificielle, la France a été plutôt anticipatrice et n'a pas fait tourner couler un peu trop l'encre de législation. On a en fait un nouveau cadre juridique de l'IA, issu, je le disais, de la loi de bioéthique française, du règlement européen sur l'IA, et dont les termes ont été repris, c'est intéressant, par la FDA américaine, l'Agence de sécurité sanitaire américaine. Et en fait, dans le règlement européen sur l'IA, l'AI Act, que l'ensemble des acteurs producteurs de traitements algorithmiques dans le domaine du soin, de la prise en charge, de la recherche, devront respecter. En fait, il y a deux principes nouveaux, deux seulement, mais deux principes fondamentaux. Le premier, c'est une extension du devoir d'information des patients sur le recours à l'IA. Dans la prise en charge, le professionnel de santé devra informer le patient de ce qu'il ait fait recours à une solution d'IA dans sa prise en charge. Donc vous avez entendu, c'est pas un consentement spécifique à l'IA, il y a un consentement global sur le protocole de soins, mais quand le médecin va informer son patient du protocole de soins, il devra l'informer spécifiquement sur l'IA. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est la garantie humaine en tant que telle, telle que je l'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire une supervision régulière dans la phase de conception. Et là, on voit bien tout l'apport qui a été évoqué par Hawking et IQVIA des essais cliniques in silico. Il va falloir les monitorer en s'entourant du regard de professionnels de santé, mais aussi de représentants de patients, en amont de la fabrication de l'IA et en aval au moment de sa mise sur le marché. Donc je réinsiste sur l'idée qu'il faut brancher ces outils sur des logiques de marché. C'est ce qu'a fait la Commission européenne, puisque la garantie humaine, sa traçabilité, son opposabilité est une condition facilitante du marquage CE, le marquage européen, et c'est une condition facilitante de l'actualisation du marquage CE pour les technologies d'apprentissage machine, pour les technologies évolutives. Et puis, autre élément très positif, la Haute Autorité de Santé, dans son guide d'auto-évaluation des solutions d'IA qui a été publié à l'automne 2020, intègre la garantie humaine comme une condition facilitant l'admission au remboursement par la sécurité sociale. C'est le dernier point sur lequel je voudrais insister. Il y a un enjeu tout à fait majeur, c'est aussi de l'éthique très appliquée, de rendre ces solutions qui changent la santé au quotidien accessibles au plus grand nombre. Et vous me parliez aussi de responsabilité du médecin, notamment quand on a un logiciel de prescription qui conseille de donner tel médicament plutôt que tel autre. Oui, c'est ça, absolument. Il faut tenir sur ces enjeux de responsabilité. Si j'y arrive dans un instant, si vous me permettez une seconde sur la partie remboursement. Je parlais de Diabeloop, c'était une des premières solutions remboursées par l'assurance maladie, une solution de Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut maintenant être plus ouvert sur l'accès à l'innovation, que aussi les acteurs de la protection complémentaire. Mutuelles, les assureurs jouent leur rôle, ils y sont prêts, je pense vraiment, mais il faut les encourager, organiser le tour de table. Et puis sur la responsabilité, là, vous voyez, depuis même notre session de préparation de cette journée, de ce forum santé innovation, les choses bougent vite, puisque entre-temps, il y a quelques jours, la Commission européenne a présenté son projet de directive sur la responsabilité. Donc l'AI Act, c'est en fait le RGPD de l'IA, avec un corpus de sanctions prévues en cas de non-respect, notamment du contrôle humain des systèmes d'IA, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial du groupe concerné. C'est significatif. Et sur le terrain de la responsabilité, effectivement, on avait un angle de questionnement, d'incertitude, et l'incertitude du point de vue du droit, mais aussi du point de vue économique, sous le contrôle des collègues qui sont à cette table ronde, n'est pas bonne. Et donc là, le projet de directive, je pense, clarifie assez pragmatiquement les termes du sujet, et ce système est aussi branché sur cette notion de supervision humaine. C'est-à-dire que si le fabricant a mis en place un système de supervision humaine, de garantie humaine de son système d'IA, et qu'un dommage intervient, ce sera à la victime d'apporter la preuve de la faute. En revanche, s'il n'y a pas de garantie humaine effective, proportionnée, traçable qui existe, eh bien, il y aura une présomption de responsabilité, une présomption d'indemnisation qui pèsera sur le fabricant. Donc, vous voyez, on a trouvé, je pense, des mécanismes en France, en Europe. C'est important parce que combien de fois on a entendu dire dans notre vie de tous les jours, c'est pas moi, c'est la machine, c'est pas moi, c'est l'algorithme. Effectivement, il faut regarder derrière comment ça fonctionne. Je pense qu'on a trouvé, et encore une fois, le travail qui était mené dans votre région a été décisif, une bonne voie de passage qui est celle de la régulation positive. Au fond, on s'ouvre à l'IA, on accepte une certaine dose de prise de risque, mais sous la condition d'un contrôle humain régulier
et l'absence de contrôle humain, l'absence de garantie humaine traçable est lourdement sanctionnable par les autorités de régulation, mais aussi par le juge en cas de litige sur le terrain de la responsabilité. D'accord, merci. Je voulais juste finir sur les données de santé en vie réelle, revenir sur, parce qu'on a parlé beaucoup de data, on est réduit à des data, et nos analyses sanguines, biologiques sont réduites à des data. C'est quoi les données en vie réelle ? En fait, les données en vie réelle, c'est vraiment très large et c'est ce dont on a parlé déjà. Donc, nous, les données qu'on récupère auprès des pharmacies, où on a même des panels de médecins qu'on suit. Donc, ça, c'est des données de vie réelle. Mais les plus grosses sources de données en vie réelle, c'est effectivement tout ce qui se passe quand un patient va à l'hôpital, par exemple, tout ce qui peut lui arriver. Et en fait, les hôpitaux se structurent de plus en plus en créant des entrepôts de données de santé, ce qui est vraiment de plus en plus important. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec la PHP qui a créé cet entrepôt de données de santé. Et en fait, nous, à EQVIA, on essaye d'accompagner au maximum donc, les différents acteurs de cet écosystème. Donc ça peut être les établissements de santé, mais c'est évidemment aussi les industriels ou même les autorités de santé à utiliser donc, toutes ces données qui sont générées tous les jours par ces millions de patients. Et en fait, c'est faire des analyses après, donc souvent des analyses épidémiologiques, des analyses rétrospectives pour essayer de comprendre le parcours d'une catégorie de patients, comment les choses auraient pu être faites différemment. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est assez touchy, c'est que ces données pourraient aussi aider à l'évaluation des parcours de soins entre hôpitaux, entre régions. Donc, c'est clairement des choses qui doivent être parfaitement encadrées et qui sont assez sensibles. Mais c'est des choses qu'on va pouvoir atteindre. Et tout ça, le but ultime, c'est toujours la meilleure prise en charge du patient, que le patient attende moins, un meilleur diagnostic et un traitement efficace tout de suite et le bon traitement au bon moment. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les données de vie réelle. C'est les choses sur lesquelles toutes les autorités de santé, tout l'écosystème et les laboratoires travaillent, et c'est vraiment pour moi le futur de la santé, ça va être comment les utiliser et les faire parler. D'accord. Donc voilà, avec l'intelligence artificielle, avec les supercalculateurs, l'idée c'est qu'on ait une médecine qui nous soigne plus précisément, qui comprenne mieux quel type de patient on est et à quel type de médicament on réagira le mieux. Peut-être même, c'est ce que Gustave Roussy disait, on peut commencer à faire des avatars de patients pour savoir à quel âge je risque d'avoir telle maladie. Voilà, donc on saura peut-être dès notre plus jeune âge comment on doit vivre pour éviter d'être malade. Mais du coup, pour vivre jusqu'à combien de temps ? Je trouve ça, les prochaines tables rondes vont un peu se pencher aussi sur la longévité. Voilà, en tout cas, je vous remercie. C'était l'intelligence artificielle dans la médecine. Merci. Merci.